Je vais laisser la parole bien sûr à Stéphane et nous pourrons ensuite lui poser des questions et débattre avec lui. Nous aimerions que tu nous parles en premier, dans un tout premier temps, d'Agir pour l'environnement. Agir pour l'environnement, donc c'est une association qui a été créée il y a près de 25 ans. C'est à ce moment-là qu'ils ont mis que j'étais un activiste. Depuis, j'ai un peu vieilli, donc normalement ça passe. Association qui compte maintenant 25 000 adhérents, qui a renoncé à toute subvention publique il y a quelques années. En fait, on n'était pas très dépendant. On avait 2-3% de notre budget qui venait du ministère de l'écologie, donc ça n'a pas été un gros sacrifice. Mais ce qui nous permet d'avoir les coudées franches et de ne pas mesurer ou toujours se dire en arrière-fond attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait en fonction des sources de financement. Je dis ça parce que en fait, on a vu, et je ne vais pas faire trop long sur le Grenelle de l'environnement, qu'il y a eu tout un processus d'institutionnalisation des associations de protection de l'environnement qui a fait que on a un peu érodé la radicalité globale du mouvement associatif. Je passe là-dessus. On a maintenant une équipe de 12 salariés. Alors, quand tu présentais en disant le lobbying institutionnel, c'est-à-dire que nous, on essaye de porter des sujets assez précis. Là, sur la 5G, avant-hier, on faisait une action sur les néonicotinoïdes devant l'Assemblée nationale. On fait des actions sur la pollution lumineuse, sur le climat. Enfin, mais généralement, c'est des demandes assez précises. On mobilise entre 50, 100, 150 000 personnes par voie électronique ou par support papier. Vous avez eu le 4 pages que vous aviez, qui était distribué à l'entrée. Et après, il y a une équipe de permanents qui va essayer d'aller prendre rendez-vous avec des institutions. Donc ça peut être des députés, ça peut être des sénateurs, ça peut être des conseillers régionaux, ça peut être des membres du gouvernement. Et généralement, on essaie de ne pas lâcher le morceau tant qu'on a soit perdu, soit gagné. Voilà. Donc ça peut se dérouler sur plusieurs années. Ce qui m'amène gentiment au sujet de ce soir. Avant d'entrer dans le sujet, pareil, militant, activiste, lobbyiste, etc. Moi, je tiens à assumer le fait de ne pas être un expert. Et je pense que c'est bien qu'à un moment, chacun reste dans son couloir. C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui bossent, il y a des experts dont c'est le métier. Et moi, je m'estime être un militant qui creuse, qui cherche, qui de loin en loin peut trouver et lire pas mal de rapports, mais ne cherche pas à se substituer à l'expertise officielle ou aux scientifiques qui publient, qui recherchent, qui ont des process validés par leurs pairs et qui tiennent leur légitimité de leur parcours universitaire. Nous, ce n'est pas notre cas. Voilà, de savoir d'où on parle, c'est toujours aussi important parce que, vous le verrez au cours de cette soirée, les opérateurs ont parfois tendance soit à instrumentaliser la science, soit à parler à la place des scientifiques en se drapant d'un petit habit blanc qui laisse à penser que ça serait des docteurs S-sciences ondes. Or, il n'en est rien. Et une fois encore, je préfère que les choses soient assez claires. Sujet qui nous intéresse ce soir, alors c'est la 5G, mais c'est plus globalement les ondes électromagnétiques, la 4G, la 3G, la 2G, retour aux sources. Nous, Agir pour l'environnement, avec une deuxième association qui s'appelle Priartem, qui est spécialisée sur les ondes électromagnétiques et les antennes relais, on travaille sur ce sujet depuis 2001. C'est-à-dire que j'avais moins de cheveux blancs à l'époque. J'ai assisté, moi, à la première conférence de presse qui était donnée à l'époque par Bernard Kouchner, à l'époque ministre de la Santé, qui présentait le premier rapport, déjà en 2001, sur les incertitudes liées aux ondes. Voilà, donc ça permet de voir un peu le chemin parcouru. On a participé au Grenelle des ondes, on est membre du comité de dialogue de l'Agence nationale des fréquences, ce qui, une fois encore, ne nous donne pas une grosse légitimité, mais nous permet de voir et de capter un certain nombre d'informations et d'essayer de les recouper pour voir comment évolue le sujet. La 2G, la 3G, la 4G, c'était essentiellement un débat de controverse scientifique sur les ondes électromagnétiques, l'impact sanitaire des ondes électromagnétiques. Et je pense que le chaînon manquant entre cette période-là et la 5G, où vous allez voir qu'en fait maintenant c'est extrêmement large, ça va être le climat, c'est l'énergie, c'est les libertés publiques, c'est l'aménagement du territoire, enfin c'est plein de sujets de ce type-là, la gestion des données personnelles. Le chaînon manquant, c'est Linky. C'est-à-dire qu'entre-temps, on a eu tout un tas de collectifs qui se sont mobilisés pour refuser l'installation du Linky,
et pas seulement sur les effets santé, ondes électromagnétiques dus au Linky, mais aussi sur l'appropriation des données. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les marches pour le climat, avec un certain nombre de mobilisations, notamment de jeunes, ces sujets-là, et notamment la 5G, est en train de prendre place dans le jeu de la mobilisation avec des sujets qui finalement dépassent très très largement, je le répète, les histoires de champs électromagnétiques. Dans le jeu d'acteurs, alors pour bien cadrer les choses, il y a les associations, il y a les opérateurs, il y a le gouvernement aujourd'hui. Et ce que j'ai oublié de dire, bravo d'avoir organisé cette soirée aujourd'hui parce que le gouvernement va lancer les enchères officiellement mardi prochain. Donc là, pour le coup, en termes de temporalité, vous ne pouviez pas faire beaucoup mieux. Lundi, ça aurait été encore mieux, mais c'est vrai que pour le coup, là, vous êtes vraiment dans l'actu. C'est qu'on va arriver pile au moment où le gouvernement, après avoir, on y reviendra sur les Amish, commis pas mal d'erreurs de communication, mais sur le planning institutionnel du gouvernement, c'est mardi que ça se décide. C'est là qu'on entre vraiment dans le vif du sujet sur la 5G. Avant, on était dans une préparation de l'opinion publique, mais on n'était pas sur l'agenda institutionnel, la décision à proprement parler. Sur le jeu d'acteurs, c'est assez étonnant, enfin c'est pas étonnant, mais ça mérite d'être noté parce que on voit à quel point il y a, je ne vais pas dire un biais de collecte, mais une façon d'appréhender le sujet qui dit beaucoup de la façon dont le gouvernement gère ce dossier-là. Aujourd'hui, le seul qui parle, les deux seuls qui parlent, c'est Agnès Pannier-Runacher et Cédric O, c'est-à-dire secrétaire d'État à l'industrie et secrétaire d'État à la transition numérique. Vous n'avez ni Barbara Pompili, ministre de l'écologie, ni Olivier Ferrand, ministre de la Santé. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est un marqueur, c'est-à-dire que quand nous, on a été au Conseil d'État, qu'on a suivi l'audience et qu'on a eu en face de nous des acteurs institutionnels pour défendre le dossier de la 5G, on avait l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, et la DGE, la Direction générale des entreprises. Voilà. Et vraiment, c'est profondément ancré aujourd'hui dans l'architecture institutionnelle. Ce sont ces acteurs-là, c'est-à-dire l'industrie et le numérique, situés à Bercy au ministère de l'économie, qui traitent ce dossier-là. Et la question de la santé et de l'environnement, c'est une abstraction pure et simple. Et j'aurai quelques exemples qui vous démontrent ça. Et c'est assez édifiant. Ce qui amène ces deux acteurs que j'ai cités, Agnès Pannier-Runacher et Cédric O, à enfiler les perles en termes d'approximation, pour être gentil, contre-vérité, pour forcer un peu le trait, et pour ne pas dire une dérive trumpiste de la politique française. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on est dans la post-vérité. Je ne sais pas si vous avez entendu ces acteurs intervenir sur la 5G les 15 derniers jours. On a assisté à un festival de contre-vérité, notamment, j'imagine que vous avez peut-être entendu, cette histoire de 28 000 études. Ça revient en boucle et là maintenant, en fait, c'est devenu une espèce de mantra du gouvernement qui est repris par les opérateurs, qui est repris maintenant par certains parlementaires. C'est 28 000 études affirment qu'il n'y a pas d'effet de la téléphonie mobile sur la santé. Donc on a essayé de chercher d'où venait cette source. On a creusé, et on n'a pas réussi à trouver dans un premier temps. Et on a fini par trouver où se trouvait cette référence, parce qu'on les a quand même interrogés assez fréquemment sur Twitter pour dire « mais au fait, d'où vous sortez cette info ?» Et en fait, on a trouvé, c'est dans un rapport des inspections. Je ne sais pas, pareil, quel est votre niveau de suivi de ce sujet-là, mais la semaine dernière, il y a eu un rapport de 4 inspections qui se sont penchées pendant l'été sur l'impact sanitaire de la 5G. Et dans ce rapport, en fait, en page 51, vous avez une allusion à ces 28 000 études. En fait, on n'a pas lu tout le rapport, mais on a fait juste une recherche par mots-clés, 28 000 études, et on est tombé dessus. C'est les connaissances accumulées ces 30 dernières années relativement aux effets sur le vivant des radiofréquences sont considérables. La base de données EMF dédiée aux effets des radiofréquences comporte plus de 28 000 études publiées en anglais ou en allemand dans les revues à comité de lecture, dont 4 600 ont trait spécifiquement à la téléphonie mobile.
Donc, vous voyez, il y a une espèce d'interprétation. Ils ont repris que la première partie, 28 000 études, laissant supposer qu'en fait, il y avait une unanimité assez vaste de la littérature scientifique dédouanant l'impact sanitaire des ondes électromagnétiques, si ce n'est que ce n'est pas 28 000 études sur la téléphonie mobile. Et donc là, vous avez les fréquences sonores, les fréquences de lumière. Enfin, en gros, ils ont tout mélangé pour dire qu'il n'y avait pas d'effet. Si ce n'est que non seulement ce n'est pas 28 000, mais c'est 4 600. Et dans ces 4 600, il n'est absolument pas dit dans ce rapport que toutes les 4 600 études allaient dans le même sens. Et c'est ça qui est assez hallucinant, c'est cette façon de tordre la réalité pour faire dire à un rapport, qui, on y reviendra, est pour le moins opportun pour les opérateurs, mais en tout cas, ce rapport-là, sur ce qu'il dit factuellement, c'est qu'il y a eu 4 600 études. Nous, on pourrait rajouter que l'OMS, qui n'est pas le dernier des repères d'Amish, a globalement classé les ondes électromagnétiques comme cancérogènes possibles en 2001. Ce qui veut dire que manifestement, il y a quand même un hiatus entre il y a 4 600 ou 28 000 études qui laisseraient supposer qu'il n'y a aucun effet, et l'OMS qui à un moment se dit, bah si on regarde la littérature scientifique, on a quand même de sérieux doutes qui nous amènent à les classer, pas certains, mais probables. Voilà. Donc on n'ira pas au-delà, on n'est pas en train de dire que la téléphonie mobile génère des cancers de façon certaine. On dit juste qu'il y a suffisamment de doutes pour que l'OMS les classe en 2B. Je m'éloigne de mon sujet. La 5G. 5G, en fait, la campagne qu'on a lancée, nous, on l'a lancée tout début de l'année, à la suite d'un arrêté et d'un décret du gouvernement qui est sorti le 30 et le 31 décembre 2019. Vous voyez à peu près la période, c'est généralement la période où on édite des décrets et des arrêtés extrêmement populaires. C'est la même période où ils ont pris aussi un arrêté et un décret fixant à 3 et 10 mètres les zones sans pesticides. C'est aussi la même période où ils ont autorisé des autoroutes du côté d'Évian. Donc il y a eu vraiment une séquence fin de l'année où ils ont publié tout ce qu'ils pouvaient publier d'impopulaire en matière d'écologie. On a attaqué donc ce décret et cet arrêté qui lance les attributions qui du coup vont commencer réellement le 29 septembre. Tout à la fois parce qu'il n'y avait pas eu de débat public. On a demandé, redemandé, redemandé un débat public qui n'a jamais eu lieu. Et surtout, une étude d'impact. Et ça, pour le coup, c'est ça qui est assez étonnant. C'est cet art consommé de vouloir passer en force de ce gouvernement. On est vraiment sur la caricature de Jupiter qui, à un moment, dit « je sais, c'est bon, j'impose ». Or, à un moment, notre avocat qui a beaucoup travaillé sur le sujet considère et a fait valoir ces arguments-là devant le Conseil d'État, dans un premier temps en référé et maintenant sur le fond, ce qu'on a perdu, je vous expliquerai pourquoi en référé, le fait que la 5G fait partie d'un plan et programme, c'est-à-dire que le gouvernement avance ses billes depuis 2018, donc avec un certain agenda qui est considéré comme un plan et programme, et au niveau européen, quand vous avez des plans et programmes, vous êtes obligé de mener des études d'impact. Et ça les embête beaucoup. Et on a vu à quel point il y avait juste un fossé culturel entre les deux intervenants du Conseil d'État, l'ARCEP et la DGE, Direction Générale des Entreprises, et les associations de protection de l'environnement. C'est quand le président du Conseil d'État s'est retourné en disant « Mais au fait, combien de temps il faudrait pour mener une étude d'impact ?» On a vu le vide en fait, dans leur tête. Ils se sont regardés, ils se sont dit on ne sait pas ce que c'est une étude d'impact. Et vraiment, ils ont dit bah, peut-être 2-3 mois pour mener une étude d'impact. En fait, ils ne savaient pas du tout. Ce qui a amené... nous, c'est notre avocat qui nous a fait la lecture de ce qui s'est passé après. La décision du Conseil d'État devait tomber le mercredi. Généralement, c'est des gens plutôt sérieux et quand ils disent mercredi, c'est mercredi. Et là, en l'occurrence, la décision est tombée le vendredi. Donc, il y a eu beaucoup de téléphones, sans doute en 5G, qui sont passés entre les ministères et le Conseil d'État. On a été débouté sur le référé, c'est-à-dire le juge de l'urgence. Alors, pas sur le fond, mais simplement en nous disant « Bon, votre dossier est suffisamment important pour que, sur le fond, le Conseil d'État puisse rendre un avis avant l'été. » C'est en gros, le juge de l'urgence a dit « C'est pas urgent de mon point de vue, mais c'est urgent, on va réussir à le traiter rapidement, donc c'est pas la peine qu'on le traite en urgence
en référé. Voilà. Bon, c'est un peu de la tambouille, si ce n'est que le Covid est passé par là et qu'on se retrouve aujourd'hui avec une audience qui n'est toujours pas fixée et un Conseil d'État qui est supposé donner un avis sur les attributions de fréquences qui, sauf si l'audience a lieu lundi, ce que je ne crois pas parce que notre avocat n'est pas encore convoqué, veut dire que potentiellement on aura l'audience du Conseil d'État a posteriori de la décision qui aura été donnée mardi. Bon. Donc là, on est globalement dans une difficulté. Je reviens à mon étude d'impact, pas d'étude d'impact. Et ça les embête beaucoup parce qu'on l'a vu en référé, le président du Conseil d'État a vraiment tiqué quand il a vu qu'il n'y avait pas d'étude d'impact et qu'en fait, on ne savait pas évaluer la consommation énergétique, le bilan climatique, le bilan en termes de ressources matières, est-ce qu'il faut changer les portables, etc., etc. Et l'impact sanitaire. Et c'est là où c'est intéressant de voir la façon dont le gouvernement et le président traitent les agences étatiques. On a une agence qui s'appelle l'Agence nationale de sécurité environnementale, qu'on a beaucoup critiquée par le passé parce qu'elle avait des liens avec les opérateurs. Depuis, ils ont beaucoup assaini la façon dont ils menaient l'expertise, au moins sur la téléphonie mobile. Je ne parle pas sur d'autres sujets où il y a encore beaucoup à redire, mais au moins sur la téléphonie mobile, ils sont en train de travailler. Ils nous ont rendu un rapport en janvier, qui est un pré-rapport, que nous, on a considéré comme un rapport socratique, c'est-à-dire « je sais que je ne sais rien ». En fait, le rapport se termine par les gammes de fréquences utilisées par la téléphonie mobile, 3,4, 3,8 GHz, on ne les a pas étudiées, donc on ne peut pas vous donner une réponse, il faut qu'on continue à chercher. Et ça, je trouve que c'est plutôt une démarche tout à leur honneur de simplement assumer le fait que pour mener à bien une expertise sérieuse, il faut du temps. Et quand un scientifique ne sait pas, il ne sait pas. Et ce n'est pas faute de leur avoir essayé de leur tendre le bras. Moi, j'ai participé à une audition de la Commission développement durable du Sénat, qui était organisée par le Sénat, où il y avait quelqu'un de l'ANSES, quelqu'un de l'ARCEP et quelqu'un du ministère de l'économie et quelqu'un des télécoms. Pendant 1 heure, ils ont essayé de faire dire à l'ANSES « Non, mais du coup, si vous ne savez pas, c'est qu'il n'y a pas de risque. » Et en fait, l'ANSES n'arrête pas de dire « Non, le rapport sera remis au premier trimestre 2021 et on n'ira pas plus vite. Et c'est notre rythme de recherche, d'expertise. Et globalement, ce n'est pas la peine de nous tordre le bras pour que ça arrive avant le 29 septembre, cette fameuse date fatidique de mardi prochain. » Donc, ils sont embêtés. Parce qu'en fait, ils se retrouvent dans une situation où les 150 citoyens demandent un moratoire le temps qu'une expertise, une étude d'impact soit menée. Le Sénat a saisi le Haut Conseil au climat pour mener une étude pour vérifier l'impact climatique de cette 5G. Nous avons l'ANSES qui ne va pas assez vite et nous avons notre recours devant le Conseil d'État qui, sur le fond, met en porte-à-faux le ministère de l'économie par défaut d'étude d'impact. Tout ceci amène le gouvernement à faire quoi? Le 2 juillet dernier, ils se disent « Bon, puisqu'on n'a pas d'expertise, on va saisir les 4 inspections. L'IGAS, Inspection Générale des Affaires Sociales, la CGEDD, je les ai là, donc je ne vais pas juste accumuler des acronymes, mais Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable. Et comme toujours, la lettre de mission, c'est exclusivement santé. Vous allez étudier sur la partie santé. Et du coup, évidemment, il manquait le Conseil général de l'économie et l'Inspection générale des finances qui ont une grande compétence en matière de santé. Mais du coup, vous avez ces 4 inspections qui ont été mobilisées du 2 juillet au 7 septembre. Alors, il se trouve que pendant cette période d'intense activité institutionnelle, que c'est les devoirs de vacances, nous, on a échangé avec ces inspecteurs parce qu'il fallait qu'on les rencontre. Enfin, ils voulaient nous rencontrer. Il se trouve que le rapport devait être rendu le 7 septembre et qu'on les a rencontrés le 28 août. Donc vous voyez, on est resté 2 heures avec eux, mais ils ont quand même fait beaucoup de choses en 1 semaine. Il se trouve que dans les échanges, on a constaté, je vous fais une petite description assez fine des délais, vous allez voir pourquoi juste après, qu'on a échangé assez régulièrement avec eux pour caler cette date du 28 août et qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient commencé à travailler la 2e semaine d'août. En fait, avant, ils nous ont envoyé des mails en disant « je suis d'hôtel en hôtel, on ne peut pas se rencontrer ». Ils nous ont envoyé des mails à 5 h du matin, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça?
Parce que, en fait, dans le cadre de notre cours, je reviens au Conseil d'État, dans le cadre de notre cours, il y a des échanges entre avocats. Et le 30 juillet, donc une semaine avant que les inspecteurs commencent à travailler, le ministère de l'économie a envoyé ce qu'on appelle un mémoire en réplique, c'est-à-dire une information au président du Conseil d'État pour essayer de faire valoir leurs arguments par rapport à ce que nous on contestait sur l'étude d'impact. Et ce qu'ils disent, donc ça c'est le ministère de l'économie, ce ne sont pas les inspecteurs, il ressort de ces premières contributions, donc les contributions des inspecteurs qui n'ont pas encore commencé à travailler, qu'aucun risque avéré en matière sanitaire ou environnementale n'a été mis en évidence concernant le déploiement de la 5G. Donc ça, c'est quand même assez hallucinant, c'est-à-dire qu'on mobilise 4 inspections, qui sont quand même des organismes qui, a priori, ont pignon sur rue, ont une certaine légitimité. Et là, on leur a clairement tordu le bras en disant « Vous n'avez pas encore commencé à travailler, mais voilà les conclusions ». Voilà la façon dont on construit aujourd'hui le consensus entre guillemets scientifique, parce que depuis une semaine, vous avez, j'y reviens, les 28 000 études qui sont évoquées, c'est issu du rapport de l'inspection, des inspections. Donc, on a aujourd'hui créé un contexte où la petite musique qu'on entend, c'est « la 5G ne pose pas de problème de santé ». Regardez l'inspection, regardez les ministres, ils disent tous la même chose. Sauf qu'en fait, c'est construit à partir de quelque chose qui n'est que du vent. Et ça, en fait, c'est profondément scandaleux. Je reviens après sur l'impact, peut-être les usages, parce qu'en fait, on parle beaucoup de la 5G, mais on ne sait pas bien à quoi ça sert. Et en fait, nous, pour être tout à fait honnête, on ne sait pas à quoi ça sert. On a posé des questions à l'ARCEP, on a posé des questions aux opérateurs, on pose des questions aux équipementiers, et objectivement, à part, c'est pareil, quand je reviens à Trumpisation, c'est qu'en fait, on a des espèces de mantras qui reviennent sur ça va être la télémédecine, ou c'est la voiture autonome, ou c'est l'agriculture de précision. Enfin, on a des trucs comme ça où en fait, on dit mais non, regardez, les obligations de couverture, c'est d'ici 2025, les grandes agglomérations et les principaux axes routiers. Donc la télémédecine, je suis désolé, mais vraisemblablement, ça ne va pas être dans les grandes agglomérations qu'on va utiliser cette 5G. Donc il y a quelque chose qu'il faut gratter et on n'arrive pas à comprendre. D'autant quand vous allez voir les opérateurs, en fait, ils ne sont pas si allants que ça sur la 5G. On est assez étonné, mais aujourd'hui, en fait, c'est plutôt les équipementiers, plutôt des startups, plutôt des structures qui se disent, et là on revient à Linky, c'est qu'en fait, quand vous grattez un peu le vernis d'autopromotion de la 5G via cette télémédecine ou la voiture autonome, je fais juste un focus sur la voiture autonome, vous voyez un peu les coupures de connexion qu'on peut avoir encore aujourd'hui avec la 3G et la 4G. Vous imaginez ce que ça va être avec la 5G, c'est-à-dire que la 5G va fonctionner non pas avec du 3,4 ou 3,8 GHz, mais du 26 GHz. En termes de fréquence, plus vous montez, plus vous pouvez envoyer de données, mais plus le signal se perd rapidement. C'est-à-dire que conduire sur les petites routes ici en 26 GHz, en voiture autonome, mais ça va être un carnage. C'est-à-dire qu'à l'instant où vous avez une micro-coupure, que ce soit pour la télémédecine ou pour la voiture autonome, alors vous imaginez une ambulance autonome avec un malade dedans, je ne vois même pas ce que ça peut donner. Donc, à l'évidence, ça ne va pas être ça. Quand vous regardez un petit peu ce qu'il en est sur l'usage aujourd'hui, enfin la justification de l'usage de la 5G, en fait, ils sont de 3 ordres. Le premier, ça va être le suivi de l'explosion du streaming, la vidéo à la demande. Aujourd'hui, en fait, on est à 60% de la bande passante Internet utilisée par la vidéo à la demande. Les opérateurs estiment que d'ici 2024, on sera à 74%. Donc, en fait, on a une explosion qui fait qu'aujourd'hui, essentiellement, Internet sert à regarder de la vidéo. Donc, il y a ça. Il y a cette peur on va saturer le réseau, mais c'est un peu le principe de l'autoroute. C'est-à-dire, vous mettez une autoroute, il y a beaucoup de voitures, vous en mettez 2, il y a encore plus de voitures, etc. Là, vous avez un principe de tuyau, c'est-à-dire que les opérateurs grossissent le tuyau et Netflix augmente les formats. Là, on était à 4K, on va passer maintenant en réalité augmentée, etc., etc. Ce qui fait que ça devient des formats de plus en plus énormes. Je prends juste un exemple. Est-ce que vous savez quelle était la puissance de l'ordinateur qui a permis à Armstrong d'aller sur la Lune ?
70K. 70K. Aujourd'hui, pour télécharger Flight Simulator sur Microsoft, c'est-à-dire un logiciel qui permet de supposer apprendre à piloter un avion, c'est 127 gigas. C'est 2 milliards de fois plus. Donc vous voyez qu'il y a en fait une course-poursuite entre j'augmente les tuyaux, j'augmente le format. Et plus vous augmentez le format, plus vous avez besoin de tuyaux. Et en fait, c'est une fuite en avant qui fait que vous vous retrouvez avec des évaluations d'émissions de gaz à effet de serre du secteur numérique qui passent de 3,7% des émissions à potentiellement 7,5% d'ici quelques années, ce qui représente l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre du secteur automobile, rien de moins. Donc vous voyez, globalement, il y a ce premier usage. Le deuxième usage, qui rejoint Linky et qui donne une crédibilité économique à cette 5G, c'est l'Internet des objets. L'Internet des objets, c'est, toute proportion gardée, fois 1000 par rapport à ce que Facebook et Linky, dans une moindre mesure, est capable de faire. Aujourd'hui, il y a toute une série d'acteurs qui regardent la 5G en se disant « cette fois-ci, on ne va pas se faire avoir comme on a pu se faire avoir sur les GAFAM ». C'est-à-dire, les GAFAM, leur modèle, c'est « je capte de la donnée, je monétise la donnée ». Sauf que quand vous regardez ce qui se passe sur Facebook, Google et un certain nombre d'acteurs de ce type-là, c'est extrêmement sommaire ce qu'ils peuvent capter. C'est juste « j'aime, je suis en colère, je rigole ». Enfin, c'est globalement de l'ordre du « il faut quand même que l'utilisateur soit dans une logique d'aliénation participative où il va cliquer pour dire s'il aime ». Là où en fait la 5G passe un cap, c'est qu'on va se retrouver dans l'Internet des objets, c'est-à-dire des objets qui vont communiquer, qui vont capter de la donnée et qui vont monétiser tout ça. Je suis venu avec mon sac de couches. Là, vous avez un truc, bon alors c'est aux États-Unis, hein, donc évidemment ils sont beaucoup plus avancés que nous, donc c'est ce qu'on entend toujours, on est très en retard, donc on est très en retard par rapport à ça. C'est des couches connectées. C'est-à-dire que là, en fait, papa, maman qui doivent changer les couches, en fait, vous êtes obligé d'aller voir vos gamins, les changer régulièrement. Bientôt, ça sonnera. En fait, on vous dira, c'est bon, vous pouvez y aller, c'est propre ou c'est sale. Ça, c'est une donnée qui est ultra précieuse parce que ça dit beaucoup de choses sur la façon dont vous êtes. Si vous le laissez baigner pendant 48 heures, c'est que vraiment vous êtes des gros porcs. Et globalement, on peut vous vendre des couches à un certain rythme. Ça, vous avez ça, la brosse à dents connectée. Qu'est-ce que c'est la brosse à dents connectée? C'est pareil, c'est une babiole, mais ça permet de savoir si vous brossez bien, souvent, comment, etc., etc. À plusieurs sur la même brosse à dents, etc., etc. On en vient à des choses… Alors ça, c'est pareil, on est toujours sur le format aliénation participative. C'est vous qui achetez ça. Donc en fait, c'est quand même l'usager qui… si ce n'est que nous… J'y reviens, ça fait depuis 2001 qu'on est sur le sujet. Depuis 2001, on se trompe sur les usages. Depuis 2001, on n'arrête pas de dire n'importe quoi ces usages, jamais ça adviendra. La 3G, on était sur non mais regardez un match de foot sur un écran de 5 cm², jamais ça marchera. Ça, c'est ce qu'on disait il y a 10 ans et en fait, là maintenant, tout le monde est sur son truc en train de regarder un match de foot sur un écran de 5 cm². Donc, il ne faut pas négliger la fabrique du consentement. Les opérateurs, seulement les opérateurs, Orange, SFR, Bouygues, Free, c'est 1 milliard d'euros de budget publicitaire chaque année. Personne n'est à l'abri de cette fabrique du consentement. J'ai dit 4 opérateurs, je n'ai même pas parlé de Nokia, Ericsson, les équipementiers. Et quand, sur la 3G, on commençait à cogner sur des acteurs qui balançaient des petites babioles, des portables pour bébés ou des choses comme ça, c'était des startups. Ce que je vous ai montré, là, ça c'est Pampers, c'est Colgate. Ce n'est pas des petites structures. Ils sont tous en train de poser les jalons d'une société ultra connectée, une fois encore parce qu'ils ne veulent pas rater la captation des données. Ils ne savent pas si ça va marcher. Ils essayent aujourd'hui, ils posent les jalons. Si ce n'est qu'Ericsson nous dit une chose, d'ici 2024, 22 milliards d'objets connectés en circulation. Ça veut dire que c'est entre 10 et 20 objets connectés par maison. Ça va rayonner de partout. Ça va capter à peu près tout et n'importe quoi et surtout, ça va dire des choses extrêmement précises de la façon dont vous vivez. L'heure à laquelle vous rentrez, serrure connectée, l'heure à laquelle vous allez faire pipi et vous allumez la lampe, l'heure à laquelle vous ouvrez votre frigo, le jambon périmé, etc., etc. Donc ces éléments-là,
en fait, sont une mine d'informations et c'est ce qui donne la rentabilité économique à la 5G. Les autres, une fois encore, la télémédecine, zéro intérêt économique pour un opérateur de développer un réseau hexagonal à 2 milliards d'euros pour la télémédecine, objectivement. Deuxième usage. Troisième usage qui, en fait, ce que je décris là, c'est ce qui existe en Chine et en Corée du Sud. Parce qu'en fait, on fait plein de plans sur la comète, sur qu'est-ce que c'est la 5G. Il suffit juste d'aller voir dans les pays qui l'ont déjà développé et on voit ce que ça donne. Le principal usage aujourd'hui de la 5G, ce n'est pas les objets connectés, c'est un petit peu le streaming, c'est beaucoup. Alors, quand vous écoutez, il faut lire les sous-textes. En fait, c'est non, mais il va y avoir des innovations technologiques pour les entreprises, nanana, et on ne sait pas jamais, quand vous creusez, on ne sait jamais ce que c'est. C'est la logistique, c'est pour qu'Amazon puisse virer les derniers salariés qui bossaient encore comme esclaves dans leur hangar. Et surtout, 70% des objets connectés en 5G aujourd'hui dans le monde, ce sont des caméras de vidéosurveillance. Parce que pour capter, savoir si vous n'avez pas mis de masque, toi, vous non plus, vous avez mis des masques, ah oui, là, il a une attitude inquiétante, etc., etc., il faut beaucoup de données. Et en fait, pour faire circuler énormément de données, eh ben, ça signifie que globalement, vous avez besoin de beaucoup de bandes passantes. Voilà, 170 millions de caméras connectées en 5G, eh ben, ça veut dire autant de milliards d'informations qui remontent et qui permettent de créer, une fois encore, un profil extrêmement précis de ce que vous êtes au quotidien, à l'insu de votre plein gré. Voilà, sauf que ça, c'est pas hyper vendeur. De dire, rassurez-vous, hein, on développe la 5G pour vous fliquer quand vous êtes chez vous et vous fliquer quand vous êtes à l'extérieur de chez vous. Et incidemment, quand vous ne faites pas tout ça, bah, pour que vous puissiez regarder des vidéos en ligne. Bon, globalement, voilà les trois usages. Après, on revient sur l'étude d'impact. Et ça, très honnêtement, eh ben, on a très peu de données. Très peu de données. On a des évaluations du Shift Project qui travaille sur l'évaluation énergétique. Donc ça, Jean Covici, qui est un adorateur du nucléaire, mais en dehors de ça, peut produire des choses assez intéressantes, a évalué l'impact de l'arrivée de la 5G à 10 TWh. C'est l'équivalent de 2 centrales nucléaires. Voilà. Une innovation qui aujourd'hui a un tel impact sur la consommation d'électricité, ça n'arrivera plus jamais. Donc on a aujourd'hui quelque chose qui est de l'ordre de l'augmentation significative de nos consommations d'électricité. Sur le bilan carbone, j'en ai parlé. Sur le bilan matière, eh ben, alors c'est toujours la même chose. Je ne sais absolument pas quel est le bilan matière d'une couche connectée. Je ne sais pas du tout quelles sont les émissions de champs électromagnétiques de cette brosse à dents. Voilà. Là, nous, on a demandé au ministère, parce qu'il nous parlait toujours de terminaux. Ah oui, les terminaux. Alors, incidemment, la 5G oblige à renouveler l'intégralité du parc de portables, parce que ce n'est pas compatible avec la 5G. Alors, eux nous répondent, oui, mais ça va se faire de façon très lente, donc globalement, vous avez la possibilité, un portable, vous le changez tous les 23 mois, donc quand il sera arrivé au bout et que l'opérateur aura décidé que par obsolescence technique, vous serez obligé de le changer, eh bien, vous le changerez pour un portable 5G, donc il n'y a pas vraiment de renouvellement obligatoire dû à la 5G. Mais malgré tout, vous avez quand même une obligation, si vous voulez être connecté en 5G, de changer le portable. Le portable, c'est un concentré de matériaux, de ce qu'on retrouve dans le tableau périodique des éléments. C'est quasiment la moitié des éléments qu'on retrouve dans ce tableau, qu'on trouve dans un portable. Vous avez une somme de produits, du cobalt, en passant par l'or, l'argent, etc., qui sont des matières qui ne sont pas recyclées. Alors, vous écoutez la petite musique d'Orange, bon, pas celle du 3900, mais l'autre, c'est globalement, on va faire un effort sur le recyclage. Ça fait juste 20 ans qu'ils disent ça, et quand vous regardez la réalité du recyclage, c'est 15% des portables qui finissent dans un centre de collecte, 15%, ça en fait déjà 85% qui dégagent soit en décharge, soit qui restent au fond d'un tiroir. Et sur ces 15%, vous n'avez que 15% de la matière qui est réellement recyclée. Ce qui fait globalement, en termes
de bilan matière, le lithium par exemple, c'est 1% du lithium qui est réellement recyclé. Et il n'est même pas recyclé pour refabriquer des batteries parce que le matériau est suffisamment dégradé pour ne pas être optimal pour être réutilisé comme tel. Donc vous voyez, globalement, on a aussi, en termes de bilan matière, une consommation liée à ces 22 milliards d'objets connectés qui vont arriver sur le marché, qui vont être un immense gaspillage. On a trouvé ça sur Internet, c'est un autocollant. Et dans cet autocollant, en fait, vous avez une puce connectée. C'est-à-dire que là, je vous la mets enfin, vous posez votre portable et en fait, cette petite entreprise française propose pas seulement l'autocollant, il propose aussi un site où vous pouvez regarder tout ce qu'il est possible d'aspirer comme information, dont le numéro de votre portable, dont le nom de votre navigateur. Et je pense que si on creuse un peu, on est capable de collecter à peu près tout ce qu'il y a dans votre portable. Voilà. Donc ça, pareil, c'est de la matière. À partir du moment où vous avez des puces RFID ou des puces qui connectent en 5G, eh ben, ça veut dire que globalement, matière, consommation. Et on a l'impression qu'en fait, on n'a aucun problème écologique. Et c'est là où en fait ce sujet de 5G est vraiment intéressant. Et c'est, je pense, l'une des raisons pour laquelle notre ami des Amish, Emmanuel Macron, est sorti du bois avec un rare mépris, enfin c'est maladresse plutôt, mais c'est qu'il voit bien que c'est un sujet éminemment politique. C'est-à-dire que c'est une ligne de fracture et pour une fois, on va pouvoir poser la technique, pas simplement comme une espèce de feu roulant où on n'aurait pas le droit d'interroger les innovations, mais comme un sujet éminemment politique. Voilà. Et ça, nous, c'est vraiment la demande qu'on fait. Alors après, c'est extrêmement délicat de dire on veut un débat pour savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Moi, je ne sais pas en fait si la brosse à dents connectée, c'est bon ou c'est mauvais. Je sais que j'en ai pas besoin, mais ça devient glissant, une société qui à un moment va dire. Mais une société qui n'a pas le droit de débattre des innovations, ça nous renvoie aux There is no alternative de Margaret Thatcher. C'est en gros, il n'y a pas d'alternative. Il faut y aller et c'est ce que nous dit Macron aujourd'hui sur la 5G. On est en retard. Vous êtes sommé d'avancer et en fait, c'est le syndrome du petit lapin blanc. Il faut courir. On ne sait pas très bien pourquoi on court, mais il faut courir. Et à un moment, se dire, oui, mais courir dans le mur écologique, en fait, si vous me dites qu'en fait, on passe de 3,7% à 7,5% d'émissions de gaz à effet de serre, qu'on va utiliser massivement des terres rares alors qu'on sait ce sont des ressources finies, ça passe pas. Donc, en fait, on est aussi dans une espèce de mythe des 30 Glorieuses où il faut aller vite parce que, en fait, il faudrait éviter qu'on s'arrête sur le mode l'an 01 où on s'interroge sur notre devenir collectif. Et objectivement, ça, il n'en veut pas. Parce qu'à l'instant où on s'arrête, ben on découvre qu'on n'a pas besoin de tous ces trucs-là. Voilà. Je vais peut-être juste en alternative, et peut-être vous rassurer, vous n'allez pas avoir tout de suite la 5G. Ouais, j'habite une belle zone rurale au milieu du Charolais, un petit village magnifique. Non pas que je vous dise que j'aimerais avoir la 5G, c'est juste que ce sujet-là, parmi plein d'autres sujets qu'il pose sur le climat, énergie, etc., il repose la question des services publics et de l'équité entre les territoires, la péréquation, on appelait ça il y a quelques années. Dans mon petit village, en fait, il s'est trouvé que nous avons eu une espèce de grain, comme on a pu l'avoir tout à l'heure, qui a arraché une ligne téléphonique le 15 décembre. Donc là, en fait, il ne s'agit même pas de la 3G, de la 4G ou de la fibre ou de la DSL, etc. Nous n'avons pas eu de ligne fixe pendant 6 mois. Et pas nous, c'est tout un quartier. C'est-à-dire que Orange a décidé qu'il fallait remonter 17 poteaux, que c'était trop cher et qu'on ne le faisait plus. Voilà. Et en fait, on est dans ce registre-là où en fait, vous avez des gens, je suis désolé de faire peut-être de la caricature, mais des gens à Bercy, au ministère de l'économie, qui raisonnent en grande masse, en innovation économique, en besoin, enfin, c'est des trucs qu'ils écrivent sur des bouts de papier, en se disant, bon allez, maintenant il nous faut la 5G, on va l'avoir, mais sauf qu'en fait, il y a une telle fracture entre ce que vivent les gens au quotidien, c'est-à-dire
Non, moi, j'ai même plus de ligne fixe, les amis. En fait, vous me parlez de 5G, mais moi, j'aimerais juste pouvoir passer un coup de fil. Et on n'a même plus ça. En fait, on se retrouve un peu dans une espèce de débat hors sol avec, une fois encore, ce petit lapin blanc qui court, mais qui ne regarde pas la réalité des choses. Et c'est vraiment ce registre jupitérien très hautain. On regarde d'en haut, mais il voit peut-être de façon très générale, mais il perd en précision. Et en l'occurrence, là, ça pose vraiment un vrai souci parce qu'on a aujourd'hui une inéquité. Je vais vous refaire un dernier exemple. Là où je vis, en bande passante, en montant, j'ai 2 mégas. Mes parents qui habitent à Mâcon, ils ont 500 mégas. Donc vous voyez, on a une différence qui est juste monstrueuse aujourd'hui en termes de débit. C'est-à-dire que ce qui est déployé comme innovation, eh ben, ça se structure par rapport aux villes, sauf que les gens qui habitent à la campagne, aujourd'hui, sont des espèces de laissés-pour-compte où on leur dit « Non, mais rassure-toi, tu auras un jour la 5G et tu pourras faire de la télémédecine. » Tu fais « Non, moi je veux juste une ligne fixe. » Voilà, je finis là-dessus. Après, sur la mobilisation, c'est vitesse et précipitation. Je pense que nous allons perdre. Voilà. Il leur reste 2 jours pour annoncer un moratoire. Vraisemblablement, ils ne vont pas annoncer de moratoire. Ils le disent sur tous les tons. À partir du 29, on lance les enchères 5G. Donc, vraisemblablement, on n'aura pas l'étude d'impact. On n'aura pas la décision du Conseil d'État. On n'aura pas le rapport de l'Agence nationale de sécurité environnementale. Donc, oui, alors qu'avec la Convention citoyenne pour le climat, on n'a cru que. Oui. Macron s'est engagé à respecter la demande. Il y a des petits panneaux à proximité des voies de chemin de fer, c'est attention, un joker peut en cacher un autre. Et en fait, il nous avait juste dit il y a 3 jokers, mais nous on le savait dès le début parce que on avait des rendez-vous avec Pannier-Runacher qui nous disait sur tous les tons, mais hors de question qu'on fasse un moratoire. Donc en fait, il y avait anguille sous roche et bon, c'est encore autre chose, mais vraisemblablement, on n'aura pas de moratoire. Mais quand je disais vitesse et précipitation, on n'a pas arrêté de leur dire, nous. Attention, chers amis du gouvernement, si vous voulez passer en force, vous allez prendre cher localement. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on a vu comment ça s'était passé le déploiement de la 3G. Ça a été un enfer. Les opérateurs, en fait, on les avait en tribune. C'était le maire qui organisait, avec un opérateur et une assoce. Et en fait, les opérateurs, quand on les voyait repartir, ils nous disaient « Moi, je ne participe plus aux réunions tomates. En fait, c'est insupportable, on se fait défoncer. » Et on n'a pas arrêté de leur dire « Attention, la 5G, en fait, ça va être extrêmement difficile. » Je finis peut-être juste sur ça, mais la différence notable entre la 3, 4G et la 5G, pas dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, j'y reviens sur mes 26 GHz, c'est que les antennes, en fait, il va y en avoir partout. Huawei en Chine a constaté qu'il fallait à réseau identique. Là, pour l'instant, on va être que sur les villes en France, mais à réseau identique, c'est 4 à 5 fois plus d'antennes. Donc, ça veut dire que vous allez devoir mettre des antennes partout. Particulièrement en ville, si vous voulez couvrir les voitures autonomes, ça se fait sur le mobilier urbain. C'est l'éclairage, les panneaux de pub, les abribus et les bouches d'égout. Et ça, en fait, nous, on n'arrête pas de leur dire, hein, on est au regret de vous dire qu'il va y avoir des destructions massives de petites antennes et que si vous passez en force, ce qui va se passer, c'est une réaction épidermique de l'opinion publique, des citoyens, et qu'à un moment, ça va être ultra conflictuel. Ils passent en force, on leur a dit, on s'en lave les mains maintenant, au sens propre et au sens figuré, et en plus on met un masque. Voilà, donc pour le coup, nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'aujourd'hui, et une fois encore, ça me permettra de clore, c'est qu'on va perdre au niveau national, je pense que nous allons gagner au niveau local. Les maires aujourd'hui, les maires des grandes villes, où vont s'installer ces antennes, hein, c'est Strasbourg, c'est Bordeaux, c'est Lyon, c'est Marseille, enfin c'est tous les écolos qui ont dit non, j'en veux pas. Donc je ne vois même pas comment ils peuvent continuer à dire si, on va y aller, on va y aller, on va y aller, parce que les antennes, elles vont être installées sur le patrimoine public des mairies. Donc à un moment, ce n'est pas une histoire de droit ou pas droit. Là, c'est juste du droit contractuel. La mairie va dire « je ne veux pas d'antenne sur mon patrimoine ». Et le réseau est bloqué. Donc voilà, j'en finis là. Cette note d'optimisme, on va perdre au niveau national, mais vraisemblablement, on va... En tout cas, on peut gagner au niveau local. Voilà. On a tellement poussé la compétition qu'on arrive à un moment donné, on ne sait plus trop où on va. Et c'était une interrogation.
C'est toute l'ambiguïté de ce manque d'évaluation. C'est la même problématique que Amazon. Amazon, ça crée de l'emploi. Bon, voilà, on impose cette espèce d'équation qui relève du syllogisme. Et en fait, à la fin, vous dites, non mais est-ce qu'on pourrait l'évaluer? Et bien là, c'est la même chose. Si en fait l'enjeu, c'est de mécaniser encore plus à outrance un certain nombre de tâches sur de la logistique. On nous parle beaucoup de la 5G dans les ports, parce que si on ne fait pas ça, en fait, les bateaux vont se détourner vers Bruxelles, Rotterdam, etc. Moi, enfin, une fois encore, on n'a pas la prétention d'avoir les clés d'analyse de tout ce sujet. On veut juste qu'il y ait une seule institution qui, dans la longue liste, vous avez le Conseil du numérique, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ANSES, le Haut Conseil au climat. Enfin, vous avez au moins 5 ou 6 institutions aujourd'hui qui sont mobilisées. Il y en a une qui n'a pas été mobilisée, c'est la CNDP, la Commission nationale du débat public. C'est cette structure dont c'est le métier d'organiser, d'agencer les points de vue, de les écouter, d'essayer de restituer. C'est la seule qui n'a pas été mobilisée. Et pour nous, en fait, c'est le drame absolu de cette histoire. C'est-à-dire qu'une fois encore, sur l'impact économique, moi, j'en sais rien. En fait, humblement, je ne sais pas si ça créera de l'emploi ou si ça ne créera pas de l'emploi. Je ne suis pas devin. Moi, j'admire les technos qui, du haut de leur connaissance, sont capables de dire « demain, ça sera comme ça ». Voilà, manifestement, ils nous ont plutôt dit « demain, ça sera l'aviation, le diesel, les pesticides et le nucléaire ». Je ne suis pas sûr que ça soit l'avenir. Voilà, donc ces éléments-là qu'à un moment, il faut essayer de réinjecter en disant « non, mais est-ce qu'on peut être juste un peu modeste sur les avis autorisés qu'on peut donner et incidemment vérifier que la brosse à dents connectée sera le graal absolu de l'avenir qu'on nous prédit ». Voilà. Moi, je pense qu'on est une fois encore, alors ça fait juste 40 ans, j'ai une affiche dans mon bureau de René Dumont, c'est l'utopie ou la mort, en fait il y a deux chemins. Bah là c'est un peu la même chose, on est encore à un carrefour. Les mêmes qui nous vendent la brosse à dents connectée, à côté nous vendent la brosse à dents en bambou. Donc il y a quelque chose de... À un moment, il faut choisir quoi, notre avenir. C'est refuser, renoncer, c'est un saut dans l'inconnu. Voilà. Et dire à un moment, on renonce, ou en tout cas on temporise, ou on prend du retard, ou on prend du retard si on prend de l'avance, je ne sais pas si c'est prendre du retard, mais ça demande effectivement un courage. Je constate juste, et j'en ai même pas parlé, alors que pour moi c'est un des éléments centraux du numérique, c'est l'addiction au numérique. J'ai 3 enfants, dont un qui est ado. C'est la croix et la bannière. En fait, en moyenne maintenant, les 13-18 ans, ils passent 6h40 devant un écran. Voilà, moi je me dis, le mien passe pas 6h40, donc ça veut dire qu'il y en a qui passent 8 heures devant. Donc voilà, qu'est-ce qu'on nous prépare? Est-ce qu'on a le droit de questionner ça? Et c'est vrai que la question que vous posez, c'est, oui, mais si on questionne ça, ça veut dire que par rapport au modèle économique actuel qui font que si on renonce à ça, on renonce à beaucoup de choses. Et en cascade, c'est voilà, c'est l'emploi, c'est le salaire, Moi, après, une fois encore, je ne suis pas qualifié pour débattre de ça. Je dis juste que si la contrepartie pour garder ce modèle, c'est passer 6h40 devant un écran, ben moi, ce n'est pas ça ce dont je rêve pour mes enfants. Voilà, et le problème, c'est que je n'ai pas de solution. Je constate juste qu'on est... il y a une addiction croissante au numérique et que si demain je suis obligé d'être à coquiner à 40 mouchards qui épient le nombre de pas que je fais, le moment où je sors, enfin, c'est pas, une fois encore, j'ai cette chance d'habiter à la campagne, donc je pense qu'ils n'arriveront pas à me connecter rapidement, mais... Alors merci, s'il vous plaît, de lever la main, de demander la parole, comme ça on le fait, tout le monde va pouvoir parler. Donc, Oui, alors moi j'ai une interrogation sur les non-dits de nos gouvernements, enfin de nos gouvernants. Est-ce qu'on va arriver comme en Chine, en Corée du Sud, où tout le monde, même dans le fin fond de la campagne, on a une amie qui est chinoise qui nous racontait que ses parents sont paysans, dans le fin fond de la Chine, ils ont tous la 5G, ils ont tous le portable,
il n'y a plus d'argent, on ne paye plus, on paye avec le portable, et ça permet de contrôler ce que vous consommez et de surveiller vos allées et venues. Et ça, on n'en entend pas parler sur la sécurité, et pourtant c'est du flicage. Donc ça veut dire qu'on est espionné en permanence. À Singapour, par exemple, il n'y a aucun délit, effectivement, puisque vous pouvez oublier votre portable dans le bus, quelqu'un va le retrouver, parce que vous avez des caméras, vous avez la 5G, donc on sait où vous êtes et ce que vous faites. Moi j'ai été très marqué d'un reportage que je crois avoir vu sur Envoyé spécial, où pour le coup c'était cette notion de caméra, de repérage facial et de note sociale. Quand je dis note sociale, c'est-à-dire que vous traversez en dehors des clous, votre note sociale baisse, vous êtes affiché sur une image, on voit votre visage, mais après vos enfants ne peuvent pas aller dans la bonne école, vous ne pouvez plus prendre le train pour vous déplacer, les emprunts, le taux évolue, enfin c'est juste l'apocalypse. Alors après on va vous dire, ouais mais c'est un système communiste, mais en même temps les ultralibéraux ne rêvent que d'une chose, c'est ce modèle ultra sécuritaire et ultra fliqué. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du… Et après, moi c'est pour le coup Jacques Ellul, qui a beaucoup travaillé sur la technique il y a maintenant combien 40, 50, 60 ans, qui a fait un bouquin qui s'appelait La technique. La technique n'est pas neutre, c'est-à-dire qu'à un moment, une fois qu'elle est là, on ne revient pas sur les innovations. Or, moi je ne sais pas qui sera au gouvernement dans 5, dans 10 ou dans 20 ans, mais je sais une chose, c'est que la technique qui permet de tracer les gens, une fois qu'elle est implémentée, eh ben, vous ne pouvez plus le retirer. Et ce qui se passe aujourd'hui avec ce petit autocollant, vous avez aujourd'hui, alors sous le côté très, c'est convivial, je rentre en boîte de nuit, je me fais implanter un petit grain de riz et du coup je passe et hop, ça permet de non seulement me permettre de rentrer, mais surtout, incidemment avec Covid, ça va permettre de savoir si vous avez fréquenté des gens ou pas des gens, mais de payer comme ça, c'est-à-dire que vous buvez toute la nuit, vous passez à côté de la borne, du scan, et en fait, ça défalque. Donc, tout ça est déjà mis en place. Et en fait, il y a, une fois encore, on mène cette campagne depuis 2001, il y a maintenant 15 ans, on nous disait déjà, mais en fait, l'armée a déjà développé des poussières communicantes. C'est-à-dire, si on veut vous tracer, vous mettez des petits trucs communicants, vous marchez dessus, ça colle à vos chaussures, et après, on est capable de vous moucharder. Bon, ces éléments-là, c'était de l'ordre de la dystopsie. C'est les militaires qui font ça. Là, on est sur un registre d'aliénation participative. C'est cool parce que, en fait, je vais savoir combien de temps je me brosse les dents. Et en fait, c'est ça le côté fantastique de la situation. Nous sommes dans un meilleur des mondes dans lequel les gens participent activement à leur propre aliénation. On peut arriver à robotiser les gens et avoir la puissance sur le monde. C'était pas le rêve de Bill Gates que tous les habitants soient coupés. C'était ça finalement. Enfin, dans l'esprit, c'était ça. Et il y a eu des rapports par EDF dont j'ai eu connaissance, mais qui ont été déclassifiés. Déjà, il y a très longtemps, ça menait… Moi, je me suis battue contre l'INKI pendant 2 ans et demi dans mon village. Et je comprenais que c'était le début du Big Data. Et qu'on allait aller au bout si on acceptait, mais les gens sont des moutons. On a beau leur dire… une façon que vous en parlez, là, on s'en aperçoit de l'aliénation. Mais qui est-ce qui s'interroge? Il y a des émissions à la télévision, j'ai vu une émission où on parlait justement des enfants qui restent très longtemps sur les ordinateurs. Ils font en ce moment une recherche sur un temps donné avec des étudiants qui passent, mettons, 5-6 heures. Et tous les mois, ils leur font passer des examens du cerveau. Ils s'aperçoivent que toute la partie frontale diminue par rapport. Ils ont déjà une quantité frontale comme des vieux. Donc, c'est bien une aliénation. Voilà. Non, je voudrais relever ce que vous disiez à la fin par rapport, bon, c'est cuit, quoi, pour la 5G, mais au niveau local, disiez-vous, il y a peut-être l'espoir que localement, l'espoir.
Moi j'aimerais bien que ce soit comme ça. Je ne suis pas sûre, on habite au Cerf, je ne suis pas sûre que ce soit... Moi je craindrais plutôt que localement on laisse comme tout le reste. Donc je ne suis pas du tout rassurée sur le fait que localement on soit dans un freinage de la 5G. Hein. Voilà, ça va être un combat homérique, ça va être un combat qui va être long, parce que ce que j'ai montré comme exemple, c'est des caricatures. En fait, à l'instant où on va trouver la martingale qui fait que, là, en fait, j'ai écouté un petit peu les pubs, hein, l'écran Full HD, super grand pour Noël, communicant. Là, on l'entend déjà maintenant, Bouygues fait déjà des pubs sur des télés connectées, et ces éléments-là, en fait, vont entrer dans l'environnement quotidien sans que personne s'en aperçoive. On a une assoce avec laquelle on travaille, qui est le CNAFAL, une assoce de consommateurs, ça reste à vérifier, mais qui nous a dit que globalement, les frigos aujourd'hui étaient préconnectés. C'est-à-dire que globalement, si vous voulez acheter un frigo aujourd'hui, manifestement, il y a déjà une puce qui permet d'être connecté. Donc, en fait, ça va entrer dans le quotidien des gens, sans qu'ils le sachent. Après, il va y avoir des innovations qui vont faire, c'est comme Facebook, à un moment personne n'y croyait, ça explose et il y a un acteur qui fait jackpot, je réussis à capitaliser. C'est ce que Linky a essayé de faire, c'était comme d'habitude le truc un peu le Minitel, c'est-à-dire on va essayer de développer Linky mais c'est très amateur comme approche, c'est-à-dire que ça allait collecter des informations qui n'étaient pas suffisamment fines pour qu'un acteur économique puisse vraiment valoriser. On savait s'il y avait beaucoup de consommation, à quelle heure il y avait de la consommation, mais pas la brosse à dents, pas la serrure, pas la lampe, pas le chauffage, pas le frigo. Et c'est là où en fait il y a... Et je vais juste prendre un exemple qui va peut-être vous faire dire que tout ce que j'ai dit sur l'usage, ça va être balayé d'un coup. Il y a aujourd'hui des bodies connectés, des bodies pour bébés connectés. Pourquoi ils font ça ? Mort subite du nourrisson. Vous dites ça une fois aux parents, hop, vous avez 5 millions de bodies connectés qui sont vendus. Parce qu'aucun parent n'a envie que son gamin meure de la mort subite du nourrisson. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça qui font qu'à un moment, hop, ça bascule et on va se dire « mais oui, évidemment, le truc connecté, il me le faut ». Voilà, et c'est une fois encore, là, on arrive suffisamment tôt et je pense que le travail fait par les anti-Linky est hyper précieux parce qu'il a préparé le terrain sur ce travail de la valeur de la donnée personnelle. C'est qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui appartient aux multinationales. Et quand je ferme la porte, je n'ai pas envie d'être espionné. C'est mon jardin secret. Et ça, en fait, le travail politique qu'on a à faire, c'est de dire arrêtez, aux jeunes notamment, arrêtez de balancer votre vie sur les réseaux sociaux. En fait, c'est la vôtre. Ce n'est pas la propriété de Facebook, Google, Twitter, etc. Et en fait, ce travail, en fait, quand je dis Linky, les anti-Linky ont préparé le terrain, Facebook, de l'autre côté, a préparé le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une espèce de glasnost de transparence généralisée où, en fait, maintenant, la réponse toute faite, c'est « mais j'ai rien à cacher ». Mais ce n'est pas parce que tu n'as rien à cacher que tu dois tout nous balancer. En fait, on s'en fout de ta vie. Voilà. Et le travail vraiment pédagogique à faire vis-à-vis des mômes, c'est ça, aujourd'hui. Un professeur de physique quantique. Et c'est lui qui m'a appris, je ne le savais pas, que quand on restait très longtemps devant les écrans, on bousillait les ondes alpha. Et lui, il le disait en tant que physicien et spécialiste de physique quantique. Et donc, quand on reste très longtemps devant un écran, on devient addict parce que l'onde alpha est l'onde qui nous permet de préparer le pré-sommeil. C'est l'onde de pré-sommeil. Et donc, quand on est devant un écran, on n'a plus d'onde alpha et on peut rester toute la nuit devant un écran. La deuxième chose, c'était dire aussi que, par rapport à ce que vous dites au niveau des études, ça m'a un petit peu étonnée parce que moi, j'avais connaissance que par le docteur Héroux, qui a fait une vidéo très intéressante au Canada. Il est à l'université McGill au Canada et il y a eu, alors je n'ai pas les données exactes, mais c'est vers le mois de juin, je crois, en tout cas c'est à ce moment-là que j'ai dû le recevoir, une émission de radio où il présente en fait
de par sa formation, il était capable de présenter ce qu'est l'onde, qu'est-ce que c'est la 2, la 3, la 4, et maintenant la 5, on en arrive là. Et justement, il a fait assez rapidement, en début de présentation, une petite... D'ailleurs, je dois dire, devant tout le monde, je le dis, j'ai beaucoup aimé votre façon de nous présenter tout ça, c'est-à-dire de mélanger un petit peu les choses politiques et les choses techniques, et en même temps tout votre travail de fond que vous faites. C'était tout à fait passionnant et c'était vraiment quelque chose de facile à suivre. Et c'était... Merci. Et lui, il avait aussi cette capacité de jouer un petit peu par moment sur certaines choses. Et à un moment, il a dit, tout au début, un téléphone, c'est pas un joujou. Et depuis le début, les startups s'amusent. Parce qu'en fait, comme il faut faire beaucoup de fric avec ceux qui payent et qui font les équipements, il faut qu'on trouve des trucs vachement géniaux. On en est arrivé maintenant en couche connectée. C'est complètement génial, quoi. Et la deuxième réflexion, je vous trouve bien optimiste par rapport aux maires qui peuvent refuser. Quand on voit que pour les Linky, il y en a qui ne l'en veulent pas, ils ont été au tribunal administratif. Les OGM, ils ont refusé des OGM et le préfet repasse par derrière. Pareil pour les périmètres des traitements, le maire n'a aucun pouvoir. Donc je vous trouve bien optimiste là-dessus. Et je voudrais savoir la portée d'une antenne en rayon. La question que je me pose, c'est dans la vie de tous les jours, parce que là on est entre gens qui manifestement ont compris qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, mais surtout beaucoup de dangers liés à tout ça. Mais quand on se trouve face à des gens qui n'ont pas cette sensibilité, ou bien qui sont assez excités en fait par l'hyperconnexion. Moi, il y a quelques mois, je travaillais encore, maintenant, mais je travaillais encore, et la majorité de mes collègues, c'était des gens qui ont une trentaine, une quarantaine d'années et qui ont une formation d'ingénieur ou d'économiste, des gens comme ça. Ils sont majoritairement très excités par l'hyperconnexion. Donc venir leur dire attention avec la 5G, l'hyperconnexion, etc., ça présente plein de dangers, ça ne les touche pas du tout. Et donc je me pose la question, comment on peut essayer de sensibiliser tous ces gens au danger de la 5G, entre autres. Et je me dis une chose, mais je voudrais avoir votre avis là-dessus, c'est que parmi tout ce qu'on sait, enfin surtout tout ce qu'on ne sait pas et ce qu'on sait, il me semble qu'il y a un argument qui est concret, qui est palpable et qui est, me semble-t-il, assez incontestable, même par les défenseur de la 5G, parce que dans ce que j'ai pu lire avant, j'ai constaté qu'en fait, la question de la consommation électrique, l'explosion de la consommation électrique qui va résulter de la mise en place de la 5G, comme vous l'avez très bien dit, on grossit le tuyau et donc on amplifie considérablement le volume de données qui passe, etc. Et donc, au global, on a une consommation électrique qui explose, et donc l'impact sur le réchauffement climatique, notamment, il augmente aussi. Est-ce que c'est pas ça l'argument peut-être le plus exploitable face à des gens qui ont envie de cette innovation dont ils pensent que forcément elle va apporter du bon? Les structures qui aujourd'hui développent toutes ces applications ont beaucoup de moyens. Notamment sur l'intelligence artificielle. Elles ont beaucoup travaillé sur le cerveau et sur la façon dont, en fait, ils ont regardé très finement, au travers de scanners, quelles étaient les applications. Je sais que, alors c'est plus Instagram, c'est de l'autre réseau social, là ça y est, je suis définitivement un vieux, où il faut mettre des flammes et des trucs comme ça. Aidez-moi. Ah, c'est bon, il n'y a que des vieux aussi. En fait, c'est une espèce de jeu. C'est-à-dire que si vous publiez, vous avez une flamme. Si vous publiez régulièrement, vous avez des flammes. Et si vous arrêtez de publier, vous perdez, vous capitalisez une espèce de petite, un gain symbolique et qui gonfle. Ça, en fait, ça fonctionne exclusivement à la dopamine. Et c'est une drogue, en fait. C'est une hormone qui se comporte exactement comme une drogue. Et en fait, à chaque fois que vous likez, vous publiez une photo et il y a beaucoup de likes, en fait, ça génère de la dopamine. C'est l'hormone du bien-être. Et en fait, ils ont regardé finement comment ça pouvait fonctionner. À l'instant où c'est aléatoire, c'est-à-dire si vous ne savez pas combien vous allez avoir de likes et que vous avez beaucoup de likes, vous avez beaucoup de dopamine. Et en fait, tout ça est construit autour de ça.
Et évidemment qu'en fait, tout ça, toutes ces innovations aujourd'hui fonctionnent comme enfin, voilà, moi j'ai été très marqué dans mes lectures par le meilleur des mondes, c'est le soma. Le soma, c'est la petite pilule qu'on prend et qui donne un certain bien-être. Voilà. Et ça, en fait, il n'y a rien de plus basique. C'est à l'instant où vous réussissez à créer du bien-être avec le fonctionnement, eh ben, vous allez avoir effectivement des gens, enfin moi j'ai pas tout balancé en termes de statistiques, mais 23% des collégiens somnolent ou s'endorment en classe, 52% des collégiens utilisent leur portable dans leur lit, 15% envoient des SMS la nuit, 11% sur les réseaux, 74% profitent d'un éveil nocturne pour aller voir leur portable. En fait, c'est pas quelque chose d'automatique, c'est uniquement parce qu'ils ont une hormone qui, quand ils se lèvent et ils regardent et qu'ils voient qu'ils ont des likes la nuit, en fait, ils ont cette hormone qui se crée et en fait va générer du bien-être. Voilà, c'est de l'addiction qui est de l'addiction liée à quelque chose qui est de l'ordre de la drogue et de la drogue dure. Quand vous regardez les reportages sur la dopamine, ils disent c'est une drogue dure, c'est une hormone vraiment. Et voilà, le côté pourquoi ils y retournent, pourquoi on y retourne tous, c'est parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la cocaïne. Voilà, je finis là-dessus. Ouais, je suis optimiste, c'est mon boulot. Je ne vais pas vous plomber la soirée en disant que tout est perdu. Si je vous donnais l'état de mon sentiment sur l'avenir écologique du monde, je pense qu'on ne ressortirait pas par là, mais par là, on se dirait de toute façon, ça ne sert à rien de faire des efforts. Rien n'est gagné, rien n'est perdu. C'est à un moment, il faut accepter que si, on est entre nous, il y a un mât de 40 mètres qui s'installe, le nombre d'antennes relais qu'on a bloquées, et moi j'avais une petite divergence avec les procédures contentieuses, les gens qui engagent des procédures, 15 ans de combat pour faire déplacer une antenne. On ne la fait jamais interdire. C'est hyper difficile, c'est très délicat, c'est une énergie, des coûts très compliqués. 50 personnes qui se mettent devant la grue, généralement, c'est plus efficace. Voilà. Je n'incite évidemment pas les gens à faire ça parce que c'est une prise de risque, mais malgré tout, c'est quand même comme ça qu'on a réussi à bloquer des chantiers. Ça ne les interdit pas, ça n'empêche pas l'installation, je le répète, mais généralement, c'est un peu comme ça que c'est le plus efficace. Conso électrique, est-ce qu'on réussira Voilà, c'est pareil, c'est un travail de conviction. Moi, il faut être modeste. On part de loin, on n'est pas sûr de détenir la vérité, et y aller modestement en disant non mais est-ce que globalement, enfin voilà, après il y a effectivement des gens qui sont des technolâtres ou qui aiment bien les innovations, qui aiment bien regarder. Je vais vous le dire, on est entre nous aussi. Mon père est un technolâtre de base. En fait, il n'arrête pas d'acheter plein de trucs, de regarder. Et en fait, ça le fait triper. Très bien. L'enjeu, c'est de travailler ces trucs-là et de voir comment on peut faire un travail de confrontation des points de vue. Moi, quand je dis tout à l'heure, j'avais une certitude il y a 10 ans, c'est que le portable, les matchs de foot sur portable de 3 cm², ça ne marcherait jamais. On s'est trompé, mais gravement. J'espère qu'on se trompe sur les couches connectées. Parce que je n'ai pas très envie en fait, que mes enfants achètent des couches connectées pour mes petits-enfants, éventuellement, en se disant bah, comme ça, je suis tranquille, je n'ai pas besoin de changer mes enfants. J'ai vraiment pas envie de ça. Après, je ne sais pas si ça marchera. Voilà. Donc l'enjeu, c'est qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas. Entre guillemets, je n'ai pas envie de répondre. Moi, ce qui est intéressant, c'est d'en débattre. L'enjeu, c'est qu'à un moment, on retrouve le goût du débat public, du dialogue, en se disant est-ce que en fait, notre avenir est écrit par des multinationales ou est-ce qu'en fait, on peut encore en débattre? Voilà. Si au moins on en a débattu, on aura passé une bonne soirée. Je ne suis pas sûr qu'on réussira à bloquer Pampers dans ses pulsions d'innovation techniciste, mais au moins, voilà, c'est aussi simple que ça, aussi modeste que ça. Je pense que ce n'est pas ici, c'est pas moi, c'est pas vous qui allons décider de l'avenir de la 5G. Enfin, je vais être très à cœur ouvert. Je pense que ce n'est pas nous qui décidons de la 5G. Mais au moins, on sensibilise, on se dit qu'est-ce qu'on a, quel modèle on a envie pour nous, pour nos familles, pour nos voisins, pour nos... Voilà. Je peux...
J'aimerais vous répondre oui. Je crains que, en fait, voilà, il y a un rouleau compresseur qui est juste monstrueux. Enfin, quand vous regardez, on avait l'ANSES, ils balancent 4 inspections, les 4 inspections, et ils leur font dire n'importe quoi. Enfin, moi, je tombe de l'armoire quand j'entends 28 000 études, mais je saute au plafond en disant mais menteur, menteur, menteur. Enfin, c'est des ministres. C'est comment on peut mentir à ce point-là? Une fois encore, il y a 2 jours, on était sur néonicotinoïdes, on a vu des députés dire parjure. C'est ultra fort. On a des ministres qui, il y a 5 ans, disaient néonicotinoïdes, jamais une dérogation, et c'est la même qui aujourd'hui donne des dérogations. Moi, je suis désolé, mais il y a une espèce d'obligation de sincérité. Et quand il n'y a pas de sincérité, on ne peut pas dire après, ah bah les gens ils vont plus voter. Moi, enfin là, il y a vraiment quelque chose qui me choque profondément. Voilà. Mais gardons notre pouvoir d'indignation, en fait. C'est ça. Si on garde au moins ça, si on le stimule, on n'est pas mort. Voilà. Est-ce que vraiment on a besoin de ça? Et c'est coût-bénéfice. C'est à un moment, est-ce qu'on a besoin de ça? Et quel est le coût environnemental, climatique, énergétique, sanitaire? Moi, je suis désolé, mais j'ai besoin d'évaluer. La brosse à dents, elle est connectée, elle émet des ondes. C'est quoi? En fait, on est en train de nous dire, et moi j'étais halluciné, on a rencontré Cédric O, là, le sous-ministre au numérique. Ah là là, mais on sait, il n'y a pas de problème d'ondes sur la 5G, mais on sera particulièrement attentif sur les terminaux. Terminaux, ça revenait tout le temps. On lui a dit, mais c'est quoi les terminaux? Ah bah c'est les portables. Je fais, mais vous vous trompez, en fait, vous ne connaissez même pas votre sujet. La 5G, ce n'est pas les portables, c'est tous les mouchards communicants. Quel est le champ généré par ces mouchards? Et il n'en sait rien. C'est là où, en fait, vous voyez que c'est stratosphérique. Ces gens-là sont capables de défendre une technologie, ils ne savent même pas à quoi ça va servir. Alors, moi, ce que j'ai comme données sur la 5G en 3,4, 3,8 GHz, c'est entre 1 et 2 km. Mais après, c'est très lié à la puissance de l'antenne, au nombre d'antennes, à la densité d'antennes. Plus vous avez d'antennes, plus la cellule est petite. Sur le 26 GHz, ça, je crois que c'est quelques centaines de mètres. Mais c'est quelque chose qui sera développé essentiellement en ville, une fois encore, et ce n'est pas pour tout de suite. La techno telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est le 3,4, 3,8. Ce qui est présenté, c'est 10 000 antennes de plus. Donc c'est complètement marginal par rapport au nombre d'antennes qu'on a aujourd'hui. Et au rayon, combien vous dites, la portée? 1 à 2 km en tête de rayon. Donc c'est assez grand en fait. Moi je suis un peu étonné de ces chiffres-là, mais c'est ce que j'ai trouvé. Il y a un très bon rapport, on est tombé dessus et vraiment sans ce rapport-là, je ne serais pas aussi précis. Ça s'appelle la controverse de la 5G. En fait, c'est 60 pages de données qui sont des données sur le climat, sur l'énergie, sur le rayonnement, sur le coût économique. Et alors, ne le prenez pas pour argent comptant parce que je ne l'ai pas noté précisément, mais c'est de l'ordre du 80-20, c'est-à-dire 20% des investissements rapportent 80% des bénéfices, 20% des investissements vont être faits par les opérateurs en ville et rapportent 80% du bénéfice, parce que zone dense, parce que valeur ajoutée, valeur monétaire. Et à rebours, 80% des investissements pour couvrir la campagne vont rapporter 20% des bénéfices. Raison pour laquelle, une fois encore, ce n'est pas le chiffre exact, il faut regarder dans ce rapport, mais c'est de cet ordre-là. C'est la raison pour laquelle, quand vous regardez les obligations de couverture édictées par l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, c'est avant tout, d'ici 2025, les villes et les axes routiers. Voilà, parce que ça coûte trop cher. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous allez voir les opérateurs, eh ben, il y en a 2 sur les 4 qui aujourd'hui disent « moi, j'en veux pas de la 5G, ah, il faut y aller, bah oui, on y va ». Parce qu'en fait, tous les frais, c'est le tuyau. Et en fait, celui qui va faire le profit, c'est Netflix. En fait. Et du coup, depuis le début, en fait, les opérateurs, ils sont en train de dire c'est cher à développer. Et en plus, vous m'obligez à couvrir les zones rurales où ce n'est pas rentable. Voilà, donc là, il y a un modèle économique qui ne fonctionne pas. Les opérateurs, aujourd'hui, ne veulent pas y aller, objectivement. Il y a Orange qui veut y aller, et Bouygues Free ne veut pas y aller, et SFR veut peut-être y aller parce qu'il a aussi un peu de contenu derrière. Mais... J'ai lu dans deux, trois journaux apparemment informés qui sont par les vendeurs
de salade, que la 6G était déjà dans les tuyaux aux alentours de 2030, par là. La 6G. Et je ne parle pas de la 7 et la 8 qui étaient en sous-entendu derrière. La 6G. Vous avez 2-3 infos là-dessus ou du tout? Voilà, c'est tout. Merci. Il y a quelque chose d'assez physique. Hein. C'est plus vous montez en fréquence, plus vous pouvez diffuser d'informations, mais plus le signal se perd rapidement. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment physique. La 26 GHz permettra de transmettre énormément de données, notamment pour la voiture autonome, et c'est là où en fait on a, il y a vraiment là pour le coup un problème d'infrastructure parce qu'en en fait il faut tellement de données pour la voiture autonome que ça passera qu'avec la 26 GHz, sauf que le signal se perd très rapidement. La 6G, oui, bon voilà, ça crée un côté très, c'est déterministe. De toute façon, ne vous battez pas pour la 5G, il y a déjà la 6G et en fait, vous allez vous épuiser. Voilà. Et ça nous permet juste de dire, bah, très bien, mais si on est déjà en retard, à quoi bon courir? Enfin, moi, si j'ai raté le train, je peux courir, il est déjà parti. Donc, en fait, on nous a fait aussi le coup avec le nucléaire. Il y avait la 4e génération, il fallait vraiment très vite y aller. Et, vraiment, l'EPR, c'est intermédiaire, mais c'est le surgénérateur, etc. En fait, il y a ce côté très… bon voilà, et oui, la 6G est déjà en Corée du Sud en train d'être, enfin et en tout cas dans les cartons. Ça va être une de nos futures campagnes, c'est sur les couches jetables, une couche de merde enrobée où on trouve des hydrocarbures aromatiques polycycliques, du glyphosate, de formaldéhyde, reste une couche de merde. Mais du coup, il faut mieux utiliser une couche lavable non connectée. Le premier truc, c'est est-ce qu'on a un intérêt à agir? On pensait l'avoir, le ministère nous a contesté notre intérêt à agir sur l'environnement, donc c'est toujours assez rigolo. Donc ça, c'est la première étape. On a quand même réussi à démontrer qu'on avait un intérêt à agir, à contester la 5G sur le point environnemental. Le deuxième élément, c'est la forme en droit qui compte le plus et sur lequel je comprends absolument rien, mais c'est essentiellement, est-ce que la 5G fait partie d'un plan et programme, donc au sens européen du terme. Le plan et programme débouche sur une demande d'étude d'impact. Et le plan et programme, en fait, eux, c'est un peu la même chose que sur les autoroutes, assez régulièrement, en fait, pour éviter de saisir la Commission nationale du débat public, saucissonnent le truc en disant non, mais c'est pas une autoroute, c'est juste une voie d'accès, puis ça, puis ça, puis ça. Sur la 5G, en fait, ils vous disent non, mais c'est pas un plan et programme au sens européen parce que c'est juste la 3,4 GHz, enfin un bout de bande de fréquence, puis un autre bout de bande de fréquence. Vous l'appelez 5G, d'accord, mais nous, en fait, c'est juste de la fréquence supplémentaire qu'on donne aux opérateurs. Donc tout le travail, c'est de démontrer que tout ceci s'inscrit dans un plan et programme avec une demande européenne de débloquer des bandes de fréquence entre les 3,4 et 3,8 GHz. Et en fait, ce qui nous aide beaucoup dans la contestation de ce dossier, c'est que l'ARCEP a fait un dossier sur sa page sur lequel on voit que c'est un plan et programme, où on voit en 2008, c'est un débat public, en 2019, on prend le décret, en 2020, c'est la première ville, en 2021, on déploie, etc. Donc en fait, on a un étalement du développement de cette 5G qui, selon nous, démontre le fait que c'est un plan et programme. Une fois qu'on a réussi à passer cette étape-là, en fait, c'est l'argument sur l'impact énergétique, climatique, matière, sanitaire. Ça, en fait, c'est que du bonheur. Vraiment, une fois qu'on a réussi à démontrer que c'était un plan et programme, voilà, on l'a bien vu. En fait, ils ont vraiment fait le dos rond pour démontrer que ce n'était pas un plan et programme. Dès que vous avez réussi à passer cette partie-là, à l'instant où vous arrivez sur étude d'impact, c'est ce que j'évoquais. En fait, ils restent muets devant le président du Conseil d'État parce qu'en fait, ils n'ont pas grand-chose à dire sur bah oui, il faut renouveler l'ensemble des portables. Bah oui, ça va peut-être avoir un impact matière. Ah bah oui, sur le bilan énergétique, bah oui, Huawei nous dit que en fait, ça augmente d'un facteur 3 la consommation d'énergie. On a même réussi à trouver des éléments sur la commission des participations. C'est l'agence de l'État qui, à un moment, dit voilà à combien vous pouvez vendre la bande de fréquence.
Et en fait, pour vendre la bande de fréquence à 2 milliards, ils ont estimé que les Français, d'ici 2034, allaient multiplier par 6 leur consommation d'octets, justement avec ça. Et du coup, on reprend des données qui sont de leur propre service. Donc c'est là, ils sont un peu embêtés. Mais une fois encore, ça, c'est presque une promenade de santé devant le Conseil d'État, une fois qu'on a réussi à démontrer que c'était un plan et programme. Il faut créer du rapport de force. Là, on a 120 000 personnes qui ont signé une pétition sur Stop 5G, c'est une grosse mobilisation. Il faut entretenir cette... Les seuls sujets sur lesquels on a gagné objectivement, c'est les OGM, c'est les gaz de schiste, c'est là où en fait il y a des gens qui sont mobilisés localement. Et il faut... Enfin, négliger ça, c'est la garantie qu'on est dans un combat hors sol. Donc, moi, la procédure contentieuse, c'est une fois qu'on a perdu localement et qu'à un moment, on va chercher le juge en disant « s'il te plaît, fais-nous gagner quand même ». Généralement, on ne gagne pas à ce moment-là. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Et merci encore à Stéphane. Je vous en prie. Merci à vous pendant un moment.